de l'émission Backstage dans laquelle j'ai eu la chance d'interviewer Sam Carman dans le cadre du Festival d'Avignon. Voilà, ça sera pour sa pièce Le Visiteur et pour bien d'autres choses. Voilà, je vous attends, profitez et puis on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes, d'ici 21h pour le live qui était USA sur l'histoire des séries américaines. A tout à l'heure, bye. Quand on prend ma filmo, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait dans ce film-là Bah ouais, mais j'avais pas la même tête. Ça, c'est le vrai métier de. Bah ouais, j'adore ça. Et puis c'est le d'acteur. jeu, enfin c'est le jeu. Ça rejoint l'enfance. L'enfance, on se déguise. Exactement. On se déguise, quoi. C'est bien de se Ouais, déguiser. tout à fait. Alors, on va accueillir, on va dire, la touche féminine de l'émission. On accueille exceptionnellement. Bonjour la touche. Bonjour Kate. Bonjour. Bonjour la touche féminine. Alors moi c'est Kate. Bonjour Kate. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors je suis la touche féminine, mais je suis ici aussi pour essayer de vous connaître un petit peu mieux. Alors je vous pose une petite interview, thé ou café, tea or coffee. Ça vous dit ? Ok. Oui. Ok. Alors vous allez voir. Alors je Parce que sais. moi, je fais les deux là actuellement. Vous êtes les deux ? Ah bah moi, je siffle une taillère le matin et tout de suite derrière, j'enchaîne avec la Oh, café. la production va Ok. nous arroser, vous inquiétez D'accord. pas. Alors, je sais que vous êtes fan de séries télé. Si je vous dis Ouais. Stranger Things ou Engrenage, qu'est-ce que vous me dites ? Les deux, parce que j'ai vu les deux. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y en a une que vous préférez ? Je me souviens mieux d'Engrenage parce que c'est tous ces camarades qui jouent et que j'aime beaucoup, tous ces acteurs. Et c'est plus long aussi. Et ouais, finalement, ouais, ça a duré ouais, plus longtemps. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir avec cette série. Ouais. Et vous Et puis, il faut dire que j'avais essuyé les plâtres dans les années 90 avec une série qui s'appelait Navarro à l'époque. Oui, j'allais vous en parler. Et là, c'était carrément. Là, il faut aller sur. Comment on appelle ça sur, comment s'appelle cette chaîne Sur l'INA. Oui, c'est ça. Là, c'est la série Ina. Là. Alors, à ce propos, vous avez interprété de nombreux personnages à la télévision, sur les planches et au cinéma, bien entendu. Si vous deviez garder un des deux personnages que je vais vous citer, si c'est Émile, donc que vous avez interprété dans La Cité de la Peur, d'Alain Berberian, ou justement Inspecteur Barada dans Navarro. Oh non, lequel vous gardez ? C'est Émile. Émile, c'est incroyable comme il a traversé. Enfin, pas le personnage, le film a traversé les âges. Quoi. J'en suis à la 3e génération. Quoi. Ça vous colle à la peau ? Est-ce qu'on vous en parle dans la rue ? Est-ce qu'on vous interpelle, Émile ? Est-ce qu'on on vous cite le texte ? Oui. Ouais. C'est votre public, c'est un de vos publics. Vous avez beaucoup de publics. Hein. Oui. On est d'accord. Mais complètement. Oui, c'est ça. Et étanche. Oui. Il y a ceux qui ne connaissent qu'Émile. Voilà. C'est Émile, juste, ceux qui connaissent Navarro. L'homme d'un. Voilà. Ceux qui connaissent Navarro, oui. les très âgés. Oui, plus âgés. Presque mes parents, enfin, que je n'ai plus, mais voilà, les générations. Et qui ne connaissent pas Émile. Ou qui ne sont pas du tout intéressés par la Cité de la Peur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Voilà, donc ça c'est un. Et puis il y a ceux qui connaissent mes films ou qui me connaissent au théâtre. Et c'est encore et qui ne savent pas du tout. Il y a des gens qui me connaissent qu'au théâtre. Oui. Et qui ne savent. Batignolles aussi. Alors voilà, et puis ensuite il y a ceux qui me voient aussi. Donc vous avez plusieurs publics, c'est beau ou ça. les publics de télé aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc plusieurs publics. Ouais. Alors vous avez tous les talents, donc vous êtes comédien, vous êtes acteur, vous êtes réalisateur, Kennedy et moi, La Vérité ou Presque. Si vous deviez dire ce que vous préférez, être devant ou derrière la caméra ? Écoutez, c'est définitivement devant la caméra est un plaisir, derrière la caméra est un travail. Devant la caméra, mais un plaisir. J'aime le travail. Oui. C'est ça le truc. C'est que j'aime beaucoup travailler. Je ne me contente pas que du plaisir. Et est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que vous allez vous consacrer plus à la réalisation ou continuer Non. toujours ? Alors, j'étais parti depuis plusieurs années. La dernière réalisation, je vais vous en parler parce que elle est toute récente, mais je ne savais pas qu'elle allait venir aussi vite et qu'elle allait se faire.
j'avais décidé que c'était trop compliqué. J'ai des jeunes, j'ai des fils, dont un qui a réalisé son premier film. Léo. Léo, oui, qui a mis 8 ans pour le faire. Moi, si c'est pour mettre 8 ans pour faire un film, je préfère ne pas perdre mon temps, ne pas perdre d'énergie et répondre aux sollicitations d'acteurs, et ça me va très bien. Donc j'avais un petit peu, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai réalisé des films, c'est fini, quoi. C'était un moment de ma vie. Maintenant, je suis acteur, tout va bien. Et puis le hasard a fait que j'ai coécrit une pièce avec Catherine Vinfen, et on a une co-auteure. Et nous avons écrit une pièce qui s'appelle Amis d'enfance, et on a essayé de la monter au théâtre. Et puis finalement, on n'est pas arrivé. Et puis il y a eu, parce que les salles étaient fermées, tout ça. Et on vient de le transformer. On a fait un film théâtral. Ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Un film théâtral, c'est par exemple, la situation le permettait, une pièce à 4 personnages dans une maison d'hôtes, dans le Luberon. Là, un huis clos. Oui, mais un huis clos d'une maison d'hôtes. C'est quand même la terrasse, la cuisine, la piscine, le jardin, la petite chambre qui donne indépendante, etc., etc. Donc on est quand même dans une circulation de décors clos, mais quand même en décor naturel. D'accord. Et on vient de faire ça, on a répété, on a trouvé un endroit, une fois que j'ai repéré le décor naturel... Dans le Luberon ? Dans le Luberon. On a répété à Paris, dans un studio, la pièce de théâtre, et ensuite on a été la filmer pendant 8 jours en multicam, et donc c'est aussi une spécificité d'être en plusieurs caméras, et donc c'est pour ça que je co-réalise cette chose-là avec Serge Calfon. Serge Calfon, le réalisateur télé, donc. Le réalisateur télé qui manie la multicam comme personne. Ah, tiens. Et notre association, entre moi, la mise en scène du théâtre, et lui, la réalisation des caméras, fait que, voilà, on sort cet objet, qui sera pour France Télévisions, mais qui est dans la je trouve pas le mot. Dans la ligne, dans la ligne des captations, enfin dans le service, on va dire, captation, théâtre de France Télévisions. Ah oui, d'accord. Voilà, et non pas dans le côté fiction. Bien que ça soit une fiction. D'accord. Ah oui, c'est un objet assez nouveau. C'est tout à fait nouveau. Ouais, tout à fait nouveau. Et j'en parle avec plaisir parce que j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Et le titre, vous l'avez déjà ou pas ? Amis d'enfance. Amis d'enfance. Pour la fin de l'année. Ouais. Sur France Télévisions, France 2, et donc ça va être présenté comme un film théâtral. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Et ça donne un truc. Je suis au montage, hein, la journée là. Internet nous permet d'être en relation avec la monteuse à Paris, et voilà. Et donc je m'attendais pas à faire cette chose-là. Elle était décidée début mai. Et il fallait le faire tout de suite, et donc on a eu très peu de temps pour faire ça, c'est fou. Et j'en suis encore fatigué, mais fier aussi, on le ressent. Ouais, mais fier, je suis très content, très content. Ben, on a hâte de le découvrir. Vous avez obtenu beaucoup de prix pour Omnibus à l'international. Moi, je voudrais savoir, déjà, qu'est-ce que ça fait de recevoir une Palme d'Or, un Oscar ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que nous, je crois qu'on n'en recevra jamais, donc on aimerait avoir votre témoignage. Et d'un autre côté, si vous deviez garder soit la Palme d'Or, soit l'Oscar, qu'est-ce que vous garderiez comme souvenir entre les deux ? Est-ce qu'il y en a un que vous privilégieriez ? Alors, je vais répondre aux 2 questions. Alors, oui, je vais répondre à la deuxième d'abord, dans l'ordre. C'est la Palme d'Or parce que je l'ai vécue. Oui. Alors que l'Oscar, je ne l'ai pas vécu. D'accord. La Palme d'Or, j'étais dans la salle, on me marchait sur les pieds, j'allais partir parce qu'on m'a dit c'est le Grand Prix du court-métrage. Je me dis bon, s'il y a un Grand Prix, il n'y a pas de palme, donc je voulais partir. Et puis tout d'un coup, c'est Depardieu qui était sur scène. Il était président du jury à l'époque. Et il a dit c'est maintenant la Palme d'Or du court-métrage. Donc je me suis dit, je tends une oreille quand même. Et il a dit Omnibus, et là, donc j'ai vécu l'émotion du Palais des Festivals, donc la soirée, tout ça. Donc j'ai vécu l'émotion, donc vraiment c'est beau. L'Oscar, j'étais en tournée théâtrale de Cuisine des Dépendances. J'étais à Marseille, et donc je n'ai vu la retransmission. J'étais dans une chambre d'hôtel avec une télé comme ça, des chambres d'hôtel, et il a fallu attendre 3h du matin, ou 3h30 ou 4h du matin. Ça arrive à la fin, je me suis endormi.
Et ma femme m'a fait, c'est maintenant. Et je vais, oui, quoi, court-métrage. Ah ouais, c'est moi. Ça a duré 2 secondes et demie, une page de pub et tout. J'ai dit, voilà, ça y est, j'ai eu un Oscar. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais et donc ça rejoint, oui, le champagne dans le mini-bar, qui était à 15 degrés, donc pourri, ça m'a foutu des brûlures d'estomac, c'était terrible. Donc, non. Mais, et donc maintenant, ça me permet de répondre à la première question, qui est, qu'est-ce que ça fait? Le bonheur dans les yeux des autres. Ah oui, les yeux qui pétillent. Dans les vôtres. C'est-à-dire les gens qui disent, t'as un Oscar. Non, mais c'est fou quand même. C'est dingue. et moi, de dire, ah ouais, ça leur fait... mais je vous assure, c'est le regard des autres qui est plaisant. Vous, je personnellement, sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est un prix, quoi. C'est une reconnaissance extraordinaire. Mais oui, mais bon, derrière, j'ai essayé de faire un long métrage et j'ai pas réussi. Oui. Donc, franchement, à quoi ça sert? ouvert, J'ai cru. Non. Puisque derrière, j'ai rien fait, que j'ai dû attendre 5-6 ans pour faire Kennedy et moi. Et je me suis dit, donc ça sert à rien d'avoir un Oscar, une Palme d'Or, parce que le producteur, il n'est pas foutu de monter un film. Mais je veux dire, voilà. Donc, Alors, puisqu'on parle des États-Unis, on parle des Oscars, j'aurais voulu savoir si les États-Unis et les films américains sont une source d'inspiration pour vous. Est-ce que vous êtes plus Grand Pardon, donc, dans lequel vous avez joué, ou le Parrain, en fait, pour faire la comparaison? Non, mais je vais... d'abord, le Grand... Oui, vous me dites le Grand Pardon et le Parrain. Le Grand Pardon, c'est le Parrain français, donc on va dire. Mais donc, je préfère toujours l'original à la copie, ça déjà, pour commencer. Mais bien que le Grand Pardon est un bon film. Un très bon film, donc, bien sûr. Pas de problème là-dessus. Moi, je me régale. Non, mais c'est vrai que j'ai grandi vraiment... Mais j'ai grandi dans l'intérêt des deux cultures, évidemment. Le cinéma américain est un cinéma qui a bercé complètement mon enfance, mais aussi le cinéma français. Depuis Renoir, les grands classiques français, j'ai vraiment aimé. Ce qui m'a permis de faire des films. Je me suis inspiré, bien sûr, de grands metteurs en scène français, de ma culture, quoi. Oui, français et américain, en fait. Tout ce que vous avez été bercé par le cinéma. Nous sommes tous, en tous les cas, moi, les gens de ma génération, et même maintenant encore, depuis 1945, il ne vous a pas échappé que, quand même, l'influence de la culture américaine en Europe, et notamment en France, et notamment dans le cinéma, c'est... voilà. Et c'est une influence... on boude pas, parce qu'il y a beaucoup de choses bien, quoi, quand même. On la boude pas. Énormément. Mais ça m'a pas empêché d'aimer et d'admirer les films de Sautet et des uns et des autres, quoi. Oui, c'est différentes sources d'inspiration. Bien sûr. J'aurais voulu faire une petite parenthèse sur Cannes, justement, puisque hier soir, il y a eu la cérémonie de clôture. Donc, la Palme d'Or a été décernée à Titane, de Julia Ducournau. Surpris ou pas surpris par ce palmarès? Alors, d'abord, je ne peux pas être surpris. Pour être surpris, il faudrait avoir vu tous les films. Et se dire, ah bon, ils ont filé la palme. Mais j'en ai vu aucun, donc je n'en sais rien. Donc déjà, je ne peux pas être surpris. Je ne peux être a priori que heureux d'abord, parce que c'est une femme. Oui. Et que... C'est la deuxième. Après Jane Campion. Voilà. C'est la deuxième femme. Voilà. Donc, et je crois que Jane Campion avait dû partager, non, à l'époque, en plus. Alors, elle n'avait pas partagé la Palme d'Or? Peut-être, en tout cas. Jane Campion et... quelqu'un? Peut-être, on vérifiera. Peut-être, je ne sais pas, mais il me semble. Et voilà, une jeune femme de 37 ans qui vient avec un film de genre, qui est un... voilà, c'est très récent que le film de genre, en France, trouve crédit. Oui. On réservait ça plutôt aux films étrangers, les films de genre. Vrai. Et en France, en disant, mais non, ça ne marche pas, le film de genre. Et puis voilà, on s'aperçoit qu'il y a un appel, il y a une envie, il y a un public pour ça. Et donc, il y a des créateurs. De talent. Apparemment, c'est un film choc. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais c'est très, très choc. Président du jury au Festival de Cannes? Non. Faire partie du jury? Faire partie du jury. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi on ne me l'avait pas demandé pour le court-métrage. Depuis le temps, puisque j'ai eu une Palme d'Or. On aurait pu au moins me solliciter pour faire partie du jury, quoi. J'aurais trouvé ça, voilà, mais on l'a pas fait. On lance un appel ou pas? Non, c'est trop tard. 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 Alors, vous êtes à Avignon pour la pièce Le Visiteur, donc d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'on a reçu il y a quelques jours. Sam Karman, vous êtes finalement, est-ce que vous êtes plus théâtre ou cinéma? Je sais, la question est très dure. Je sais, excusez-moi. Non, mais alors,
comme acteur, pour moi, mon plus grand plaisir, c'est l'artisanat, c'est le théâtre, c'est d'aller tous les soirs, essayer de polir, d'aller un peu plus loin, de découvrir, et chaque soir, et c'est ce qui se passe avec le visiteur. On se le disait hier avec Franck Desmet, qui joue le visiteur. Je permets de dire aussi que c'est Maxime de Toledo qui joue l'officier nazi, et que c'est Katia Ganti qui joue Anna Freud, que c'est mise en scène par Johanna Boyer. Voilà. Et que ça se passe à Atelier Théâtre Actuel, à 21h. Voilà, j'ai fait ma pub. OK. Et le lundi, 2 fois. 19h, 21h. Ah oui, c'est costaud là. Là, c'est costaud. Et c'est d'y aller tous les soirs et d'essayer d'être... d'aller le plus loin possible, de redécouvrir, d'aller encore découvrir de nouvelles choses dans la relation, dans le jeu, de perfectionner tous les jours un peu plus son jeu. Et c'est la liberté de l'acteur, elle est sur scène. Dans un film, on est au service d'un metteur en scène. C'est comme ça. Il vient vous... On se laisse voler. Alors, on se laisse voler avec amour, avec confiance, on se laisse prendre, mais ça appartient au metteur en scène. Le montage, le machin, on ne sait pas ce qu'elle va garder. Voilà. C'est vrai. Le cinéma appartient à son metteur en scène, en France. Aux États-Unis, à son producteur, mais en France, encore à son metteur en scène. Et l'acteur, et le théâtre, c'est le domaine de l'acteur. C'est le domaine de l'acteur. Ouais. Et de l'échange avec le public. Et de l'auteur. De l'auteur, oui. Est-ce que vous avez le trac quand vous jouez au théâtre? Ça ne m'intéresse pas trop. Est-ce qu'on le décide, ça on a le trac, ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez le décider? Vous le contrôlez, ça? Ouais. Ah, dites-moi, alors là, je suis... Ouais. Vous pouvez contrôler ça? Mais je trouve que le trac, c'est un orgueil démesuré. Oui. Ah. C'est pas la peur de vouloir bien faire, oui, il faut faire d'être à la hauteur. Il faut faire confiance au travail. On a répété plusieurs semaines quand même, je veux dire. Tout à fait. Donc, c'est vouloir être tellement bien que on se fragilise. Il faut être consciencieux. Et si on est consciencieux, on n'a pas le trac. Moi, j'ai travaillé. Les gens, ils aimeront pas. Et si on a peur, parce qu'on voudrait quoi? On voudrait que 100% des gens vous adorent. Ben non, il n'y a pas 100% des gens qui vous adorent. Voilà, on n'a jamais l'unanimité. Ben dans le tas, il y en a qui vont dire tu m'emmerdes avec ta gueule de con, toi. Et l'autre qui va dire il est formidable. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, je m'occupe pas de ça. Je m'occupe d'être le plus là, ici, maintenant, dans ce que j'interprète. Ça plaît, après, ça plaît pas. En tout cas, le mot-clé, c'est travail, hein, j'ai l'impression. Ouais. Mais ouais, vraiment... mais ça vous protège de tout, le travail. Mais oui. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Ça, il faut le dire aux jeunes. Oui, ça, les jeunes, Souvent, c'est le travail. Voilà, on veut réussir. Sans trop d'efforts, mais c'est surtout travailler. Ouais. Ouais. On veut avoir des vues. Oui. On veut avoir des vues sur Insta. C'est ça. Non, oui. Mais on veut être aimé, peut-être. Alors, on veut être reconnu. mais ouais, sans doute. Mais moi, je vous dis, être aimé, soyez aimé de vos parents, de vos enfants, de vos conjoints. Ça sera déjà pas mal. C'est bien, ça, déjà. Mais non, être aimé de tout le monde qui a l'intérêt. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de rendre cet amour à tout le monde, de toute façon. Donc, voilà. Donc, voilà. Faites ce qui vous passionne. Voilà. Moi, ce qui me passionne, c'est de me colter, de me colter à des textes, de faire des choses et de le faire avec des gens bien. Et en bonne synergie. C'est ce qui voilà. fait que, justement, c'est ce qui fait votre talent, c'est que vous oubliez derrière vos personnages. Mais quand je dis oublier, c'est-à-dire que moi hier, j'étais avec Sigmund Freud. Ça me fait plaisir. Ah oui, complètement. Ça me fait plaisir. On vous a oublié, mais c'est ce que vous cherchez. C'est ça qui est extraordinaire. C'est bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, au contraire, viennent sur scène et c'est un tel, et ils ont leur mimique, ils ont leur qui fait qu'on les reconnaît en tant qu'acteurs au détriment de leur personnage. Et vous, c'est l'inverse. Merci, parce que c'est ça qui m'intéresse, quoi. Ah, mais on était complètement on était immergés, happés complètement. J'ai une dernière question pour faire allusion aux visiteurs. Dans la pièce, le visiteur vous demande à votre personnage, il affirme que Dieu est une hypothèse inutile. Pour vous, c'est une hypothèse utile ou inutile ?
J'ai bien aimé cette C'est vrai, cette c'est vrai tournure que je et- finis ce long monologue sur Dieu, où je lui en veux, je lui dis, tu n'es qu'une hypothèse inutile. Est-ce que ça sert la religion? Est-ce qu'au final, vous êtes athée, vous nous l'avez beaucoup Oui, expliqué, alors- mais est-ce que ça sert? Alors, Voilà. bah, c'est une question, à travers, par exemple, à travers l'histoire de l'humanité, est-ce qu'on ne se rend pas compte quand même que la religion, elle a créé tellement de guerres, De tellement malheurs, de oui. croyances, tellement d'exclusions. Et je trouve qu'on est dans un moment où voilà, moi je préfère vivre la République. La République est quelque chose qui est tellement à la fois fragile et une idée dans le pays de la Révolution française qui a mis, je veux dire, qui est une idée forte de faire sens avec les autres sur des valeurs que nous acceptons, que nous mettons en place à travers une constitution, à travers des lois, à travers des règles. Je veux dire, voilà, quand je sens ou que je vois que certains disent non, moi, ma religion est plus importante que la République, ça me pose problème. Ça me pose problème. Et quelle qu'elle soit, hein, Oui, je mets dos à dos les on a intégrismes bien compris. juifs et les intégrismes musulmans et les intégrismes catholiques. Catholiques, oui. Tous les intégrismes. Oui. Je veux dire, voilà. Le fondamentalisme en général. Le fondamentalisme en général. Donc là, ça me pose problème, oui, oui. Et moi, j'ai grandi, j'avais mes copains Abdelkader, mes copains Moussa, mes copains... Mais la religion, c'était dans leur maison, privée, dans la sphère privée. Et moi, quand j'arrivais chez eux, voilà, je voyais la maman qui avait fait les gâteaux pour le machin, et c'était super et tout ça, et l'autre qui avait avec sa kippa et machin, voilà, lui il était juif, il était arabe, moi j'étais rien du tout, ma mère est catholique, mon père est juif, mais on s'en fout, enfin, voilà. C'était le vivre ensemble. Ben voilà, et donc moi je fais un appel là-dessus, quoi, vivons ensemble, quoi. Il n'y a rien de plus important que la relation entre les êtres humains, indépendamment. Le sacré est en nous, il n'est pas au-dessus de nous. Voilà. Le sacré, il est là. Voilà. Chacun a son sacré. Merci Sam Karman. Un thé ou un café? Un café. Un café, on va essayer de trouver ça. Merci beaucoup. Hey Gates, Voilà. hey! Voici donc Alors. Jacques. Bonsoir à tous, bienvenue dans le live Kate in the USA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien je suis Kate et aux manettes, à la technique, nous avons l'extraordinaire, l'inénarrable, l'irrésistible James. Voilà. Bonsoir James, comment vas-tu? Très très bien. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Ben, j'ai besoin de toi pour ce live Ah ouais, parce que ouais, ça. concrètement, sans toi, il n'y a pas de technique, Sans rien. il n'y a pas de réalisation. Donc, Même avec, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de technique. enfin, il y en a toujours un petit peu plus que si tu Ouais. n'étais pas là, dans tous les cas. C'est ce qu'on peut. Voilà, bienvenue dans ce live Kate in the USA. Alors,
En before, on a fait la rediffusion, on vous a proposé la rediffusion de l'interview que j'ai eu la chance donc, de faire de Sam Carman, donc cet acteur, alors qu'on connaît beaucoup pour son rôle d'Émile dans La Cité de la Peur d'Alain Berberian, mais c'est aussi un acteur qui a joué dans Le Grand Pardon, dans Cuisine et Dépendance, dans Un air de famille. C'est un très très proche de Jean-Pierre Bacry, il le considérait d'ailleurs comme un frère. Voilà, c'était un grand homme de théâtre également, et on l'avait reçu pour son rôle de Freud dans la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur. C'était un grand honneur pour moi et pour toute l'équipe de Backstage. Donc Backstage Avignon, c'est aussi une émission sur Twitch, diffusée le matin de 11h30 à 12h30 depuis le début du Festival d'Avignon. Donc c'était un rythme très soutenu. J'ai eu la chance de participer à 2 émissions. Et demain, c'est la dernière, je serai avec eux également. Voilà, donc on se retrouve demain, dans tous les cas, dans le Backstage Avignon, de 11h30 à 12h30. Dans l'immédiat, on va procéder à un live ce soir consacré à l'histoire des séries américaines. Mais je voudrais juste savoir qui nous a rejoint. Je crois que Francky est là. Francky est là, et on a Sylvie également. Sylvie, fidèle au poste. Voilà, on vous salue, ceux qui nous rejoignent petit à petit. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Twitch, parce que bon, y a certaines personnes qui ne connaissent pas Kate in the USA, donc ce live, mais pour ceux qui découvrent la plateforme Twitch, c'est une plateforme qui permet donc de faire des lives. Au départ, c'était pour les gamers, mais après, ça s'est démocratisé. Donc, comme vous le voyez, on est dans un studio et on va parler de sujets qui tournent autour de la culture américaine. Ce soir, ça sera les séries télé, leur histoire, qui sont le reflet d'une évolution sociétale de la société des États-Unis, la société américaine. Et vous voyez donc à droite de l'écran, il y a un chat. Et en ayant créé votre compte Twitch, vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez poser des questions, vous pouvez rebondir, vous pouvez commenter, vous pouvez donner des exemples et nous on va s'enrichir, le live va s'enrichir grâce à vos commentaires. Donc on se nourrit de de tous les commentaires que vous pouvez faire et c'est James en général, moi je jette un coup d'œil au chat, mais James à l'œil et il repère les remarques bien senties de la part de nos followers. Voilà, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, les followers internautes. James, j'ai l'impression que tu meurs d'envie d'intervenir. Oui, forcément, donc on a demandé à Francky qui fait notre compteur officiel et on est à 137, donc félicitations à toi. Ah, 137 ? Moi j'étais restée à 136, donc... Mais c'est beau, c'est vraiment, on est très très fiers parce que en très peu de mois, c'est un très beau résultat. En rediffusion, on a beaucoup de vues également, donc... on est très fiers, on vous remercie et puis on ne demande qu'une chose, c'est que ça continue. Voilà. Donc merci de nous rejoindre, merci de nous suivre. Et pour les fidèles, merci d'être toujours là au rendez-vous. Oui, je vois que Sylvie, je ne sais plus si je t'ai salué, en tout cas merci Sylvie d'être là. Est-ce que tu es toujours à Aix, Sylvie ? Ou est-ce que tu es... Oui, bien sûr que tu es toujours à Aix. Tu n'as pas pu partir... Non, parce que je sais que Sylvie devait partir en vacances, mais que ça a été un petit peu compromis, donc tu dois être encore sur Aix. Voilà. Ok, Francky nous fait le compte, merci beaucoup. Alors on va démarrer ce live donc, consacré aux séries américaines. J'avais envie de traiter de ce sujet parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le reflet de la société américaine. On a vraiment, avec l'évolution des séries télé, on voit l'évolution de la société américaine et ça c'est intéressant. Et aujourd'hui c'est tellement d'actualité, on est tellement noyé sous les propositions de séries. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'était moins le cas, bien sûr, dans les années 40, mais ça a débuté il y a très longtemps. Donc, on va situer les premières séries américaines dans les années 40, on va dire. Mais ça faisait déjà une vingtaine d'années que ça existait, puisque l'ancêtre des séries télé telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce sont les séries radiophoniques. Ce sont ces séries qui étaient jouées à la radio. Donc l'un des deux, il y a deux fronts convergents finalement. Il y a la série radiophonique donc, qui était proposée à la radio, évidemment. Et puis on avait aussi et qui avait pour cible la ménagère américaine, puisque on a dans notre imaginaire, on connaît vraiment ce type de série qui était le soap opéra. Alors pourquoi ça s'appelait comme ça ? Parce que à l'origine, donc c'est à la radio. Les sponsors
de ces séries radiophoniques étaient des vendeurs de salons, de savon, pas de salon, mais décidément j'accroche ce soir. C'était des sponsors qui étaient des marques de savon. C'est pour ça que c'est devenu soap opera. Et la cible de ces séries radiophoniques, c'était donc des femmes, des ménagères donc, qui restaient à la maison. Donc on a vraiment cette idée-là, la femme des années 50 qui restait à la maison quand le mari allait travailler et la ménagère qui s'occupait de la famille. Voilà, donc c'était leur cible. Les ressorts dramatiques qui étaient utilisés, bien, c'est un peu les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. C'était du suspense, c'était voilà, des histoires à rebondissement. On était vraiment dans le scénario, c'était ça qui importait. Et d'ailleurs, quand ça a été transformé en série, ça a conservé cet héritage où le scénario primait sur la réalisation. Ça a évolué, alors de nos jours, voilà, la réalisation est ultra importante, mais dans les origines, dans les prémices de la série américaine, puisque bon, on peut dire que la série américaine est née la série télé en général née aux États-Unis, donc on peut parler de série américaine quand on parle de l'origine. Donc les premières séries qui ont été tournées privilégiaient vraiment le scénario sur la réalisation. Et d'ailleurs, au tout début, donc lorsque ça a basculé, lorsque les séries radiophoniques ont basculé dans les studios télé, lorsque c'était filmé en direct, les caméras étaient un peu empruntées parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de plans. Donc il y avait le plan d'un visage, après c'était le plan d'une main, après c'était le plan, je sais pas, d'un décor, mais on ne pouvait pas faire, il n'y avait pas de montage, il y avait très peu de caméras, donc c'était assez rudimentaire au niveau de la réalisation. Ce qui est logique, c'était le début, donc on le comprend. Mais par contre, ils mettaient le paquet sur le scénario, sur les dialogues, sur l'histoire, pour plaire à leur cible, donc c'était un petit peu romanesque, avec des rebondissements, des coups de théâtre. Alors, on appelle ça au cinéma, d'ailleurs, on a traité ce thème-là, les twists. Donc, il y avait déjà des twists, des coups de théâtre, même si on n'appelait pas ça forcément comme ça à l'époque. Voilà, c'était les ingrédients des premières séries américaines. Et c'était aussi l'héritage des romans feuilletons. Donc, en gros, l'origine de la série américaine, de la série télé en général, ce sont donc, comme on l'a dit, les séries radiophoniques. Donc ça a commencé à la radio concrètement. Et puis c'était aussi tous ces romans feuilletons qui étaient publiés dans la presse. Alors il y avait des écrivains qui étaient spécialisés là-dedans et qui racontaient des histoires quotidiennement. En fait, c'était des romans qui étaient divisés en petits articles quotidiennement. Donc il y avait beaucoup de descriptions, puisque les auteurs étaient payés à la ligne. Donc il fallait vraiment en rajouter des tonnes, c'était des romans fleuves, mais c'était ce qu'on appelle les romans feuilletons. Et les feuilletons et les séries télé sont inspirés de ces deux grands pans, les séries radiophoniques et les romans feuilletons. Voilà, donc en gros l'origine des séries télé, c'est ça. La première, historiquement, en faisant des recherches, je voulais savoir quelle était la vraie première série américaine, la première qui a été diffusée. Eh bien, c'est The Queen's Messenger. Et je crois, James, que tu as une image, peut-être deux. On a une image du tournage, avec vraiment sur le plateau. Alors, il faut savoir que c'était... C'est la seule que j'ai. Alors, il n'y en a qu'une. Alors, il y avait peut-être une affiche de publicitaire, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on a l'image du tournage, en fait, de The Queen Messenger. Voilà, c'était très innovant. C'était une grande innovation que ce Queen's Messenger. Donc on constate que dès les premiers balbutiements de la télévision, eh bien, on s'est intéressé tout de suite, il y avait une vraie volonté de s'intéresser à la fiction. Voilà, ça a été, dès le début de la télévision, eh bien, il y avait déjà des fictions. Donc c'était dans l'idée que les spectateurs seraient passionnés de ce format-là. Et on ne peut pas dire qu'ils se soient trompés, puisqu'on voit le succès à travers les siècles, finalement, puisque c'était le XXe siècle, début du XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle et le succès des séries ne se dément pas. Et au contraire, on arrivera jusqu'à nos jours. Hein, on va faire une petite chronologie. Je ne peux pas être exhaustive parce que
c'est une véritable histoire, la série télé. Voilà, ça a commencé, on va dire, dans les années 40 et même dans les années 20, en fait, les prémices, c'est les années 20, et jusqu'à aujourd'hui, avec de grandes innovations encore aujourd'hui. Et vous me direz ce que vous pensez de ce qu'on propose aujourd'hui. Voilà, mais on va quand même remonter dans le temps. Donc, The Queen Messenger, dont on a vu l'image, c'était pas encore véritablement la série avec plusieurs épisodes. C'était, on va dire, une sorte de mélodrame, on va dire, mais c'était un véritable exploit technique. Voilà, c'était impressionnant d'arriver à faire ça. Alors, même si encore une fois, bien sûr, les possibilités étaient extrêmement limitées, donc peu de caméras, donc des plans sur un personnage, une main, un bras, un pied, quoi. Voilà, c'était assez rudimentaire. Et dès les années 50, fin des années 40, début des années 50, les 4 chaînes nationales américaines, eh bien, vont diffuser 3 genres de séries. Alors les 3 genres, c'est comme on a dit tout à l'heure, le soap, qui va être donc une histoire qui va suivre des personnages et toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. Voilà, ça va être le principe du soap. Ensuite, il va avoir les sitcoms, qui sont les situation comedy. Donc là, ça va être vraiment le but, c'est de faire rire le spectateur et en général, le format est beaucoup plus court. Et puis, il y a un dernier qu'on a tendance à oublier parce que finalement, dans le temps, il a été assez limité, il a disparu. C'est ce qu'on appelle les dramatiques, qu'on appelait aussi les anthologies, et c'était inspiré du théâtre. Voilà, donc ça c'est dans les années 50, il y a des programmes télé, des séries télé qui sont inspirées d'œuvres théâtrales, et puis après ça a basculé dans un genre un peu différent, dans le mystère, et par exemple la série qu'Alfred Hitchcock présente, eh bien, c'est un exemple de dramatique ou d'anthologie, comme on les appelait à l'époque. Et il y a aussi la 4e dimension, en anglais c'est The Twilight Zone, qui sont vraiment les héritiers de ce format de fiction qui sont les dramatiques et qu'on appelle aussi anthologie. Voilà, donc les 3 grandes familles de séries, sitcom, soap et les dramatiques qui ont disparu avec le temps. Voilà, après ça a pris le relais. D'autres choses ont pris le relais et notamment les soaps qui encore aujourd'hui sont présents, mais voilà, on verra que les choses ont changé et c'est normal puisque la société évolue et la technique évolue et donc les séries n'y coupent pas. James, j'ai l'impression que tu te grattes la barbe, peut-être que ça veut dire que tu as quelque chose à nous dire. Pas du tout. Je t'écoute religieusement, comme à chaque fois. Toutes les émissions, c'est pareil, je bois tes paroles. Donc on disait que tout ce qui est soap, sitcom et tout ça, ça a une vocation commerciale avec des sponsors et c'est dès le départ, dès la radio, voilà, il y avait ces sponsors parce qu'il y a une vocation commerciale. On va non seulement avoir des spectateurs, mais on va faire de la publicité grâce à cette fiction. Et donc de plus en plus de spectateurs font que on va avoir des sponsors plus importants, on va engranger plus d'argent, ce qui va être aussi réinvesti dans la fiction. Donc voilà, ça a quand même, à l'origine, ça a quand même une vocation, commerciale, je dirais. Pour ce qui est des sitcoms, donc je pense qu'on a tous dans l'idée que c'était donc filmé en studio avec des rires. Alors au départ c'était un public et après on a aussi des séries où les rires sont enregistrés, sont rajoutés, mais au départ c'est vraiment enregistré en public, en live, et donc les rires sont des vrais rires. Et on a, alors c'est ponctué de ces rires donc, du public, et on a une série qui va se détacher, qui est en noir et blanc, c'est vraiment une série extrêmement populaire aux États-Unis qu'on connaît assez peu en France. Alors James va peut-être nous en parler parce que je sais qu'il connaît beaucoup cette série, donc il sera mieux placé que moi pour en parler. Je suppose que tu te doutes de quelle série, de la série I Love Lucy. I Love Lucy. Est-ce que tu as une photo que tu... Ah ben tout de suite, bravo. Alors l'histoire de cette série, en gros, c'est une femme donc, qui s'appelle Lucie, qui est mariée à un homme. On est dans les années 50, donc c'est le couple traditionnel américain des années 50. La femme, elle n'a pas son mot à dire. Donc c'est un couple de New-Yorkais.
Mais elle, dans son idée, elle veut être artiste. Et avec sa meilleure amie, elle va essayer de devenir artiste avec toutes les difficultés qu'elle va rencontrer et toutes les situations rocambolesques qu'elle va créer et surtout amusantes. Donc c'est vraiment un divertissement. Et c'est, bon, voilà, on est dans les années 50, la femme, elle n'a pas grand-chose à dire. Et là, elle bouscule un peu. Est-ce que c'est un personnage féministe pour toi, Lucie? Oui et non, parce que c'est tellement subtil ce personnage-là. C'est Ah, donc d'ailleurs si elle est féministe, elle peut pas être subtile? pas du tout. C'est la situation qui est subtile, c'est-à-dire qu'on est dans une époque où à ce moment-là, bien évidemment, ben voilà, la femme, voilà, a du mal à se, comment dire, À s'émanciper. à Enfin, c'est pas qu'elle a s'émanciper. du mal, c'est qu'on Alors, ne ce qui est, voilà, on l'autorise ne pas. l'autorise pas. Alors, ce qui est extrêmement marrant aussi, enfin, ce qui est cocasse dans cette série-là, c'est que son mari est enfin, il a une descendance hispanique. D'accord. Donc, on est déjà. C'est-à-dire Il descendance. s'appelle Ricardo, c'est Ascendance. Ricky. Ascendance. Ascendance, pardon. Ah oui, d'accord. Il est de descendance hispanique et Ah oui, il s'appelle d'accord. Ricky Ricardo. Et donc, du coup, si tu veux, il y a quand même le côté féministe et puis le côté aussi minorité. Ah oui, d'accord. Et on est déjà. C'est des génies parce qu'on est 50 ans en avance Ouais. sur notre temps, quoi. Ah oui, Donc, c'est ça qui est super important. C'est que non seulement lui, il a ce rôle un petit peu macho, mais il a ce côté un petit peu hispanique. Et puis elle a un jeu qui est quand même extraordinaire et qui, voilà, et qui a fait éclater de rire toute l'Amérique, quoi. Ça a été. Et donc I Love Lucy était tourné en live avec le public. On entend les rires du public Ouais. sur I Love Lucy. Oui. Voilà. Et toute la série est en noir et blanc. Je pense pas que c'est passé en couleur. Hein. Si, Tout est en- vers la fin, c'est Vers la passé en couleur. Par contre, c'est une série qui a pas duré très longtemps, en fait. Hein. C'est quelques années, oui. Voilà, comparé à d'autres séries qui ont été beaucoup sûr. plus longues. Mais par contre, elle a frappé pour deux raisons. La première, comme tu l'as dit, c'est que c'était voilà, l'émancipation de la femme. Et en plus de ça, Lucille Ball était une actrice extraordinaire. Et elle a lancé, elle a inspiré toute la génération de comiques des années 70-80, Ah oui. parce que ça, tout le monde s'en est inspiré, même les hommes on dit plus tard que leur inspiration c'était Lucille Ball parce que elle avait un jeu qui était entre le Chaplin, enfin elle avait une palette de jeux qui était extraordinaire. Elle reprend j'ai encore des images de certains épisodes en tête où elle reprend les codes de Chaplin, notamment avec par exemple le fameux passage du chocolat, quand elle travaille dans une usine de chocolat. Tout le monde aux États-Unis connaît ce passage-là, quoi. Où en fait, il y a un premier chocolat, un deuxième chocolat, donc elle doit empaqueter les chocolats. Et puis au bout d'un troisième, quatrième, ça va trop vite, elle en mange un, elle en mange deux, elle en mange trois, elle en met partout. Ah oui, c'est peut-être une allusion au temps moderne de Complètement, Chaplin. complètement. Donc elles prenaient les codes, etc. Quand elles font je me rappelle plus le nom de l'actrice, c'est Vivian Vance. Je sais plus le nom du personnage, mais en fait c'est sa meilleure amie. Oui, ça vient bien. Elles font du vin, donc elles sont dans des grandes caisses de raisins. Elles commencent à faire Avec le. les pieds, oui. Et Je l'ai puis vu ça, et puis ça part entre guillemets en biberine. Bref, c'est des très très grands moments de sitcom américain. De comédie. Alors je vous encourage sur YouTube, vous avez des épisodes. Alors je ne pense pas qu'ils soient sous-titrés parce qu'en France ça n'a pas été diffusé. Mais jetez un coup d'œil comme c'est très, c'est vraiment situation comedy et c'est très visuel en fait. Comme disait James, voilà, elle s'est inspirée de Chaplin, donc c'est un humour visuel. Alors après, le texte, c'est quand même assez bien écrit aussi, hein, mais déjà, rien que visuellement, il y a déjà beaucoup d'humour, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, parce que c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas, et elle était précurseur, je pense qu'on peut le dire. Oui, complètement. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant quand même de... Voilà, ça fait partie des choses qu'on ne connaît pas forcément ici, et c'est les ancêtres des sitcoms d'aujourd'hui. C'est cultissime aux États-Unis. Oui, et c'est extrêmement populaire. Voilà. Quand on tape I Love Lucy et qu'on voit les commentaires, c'est vraiment c'est culte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment la série culte par excellence. Alors, à la fin des années 60, on a déjà plus de 44 millions d'Américains, de foyers américains qui disposent d'une télévision. Donc c'est rentré, le petit écran est rentré dans les familles. Et là, les télévisions vont mettre le paquet
pour proposer donc des programmes. On est à une période où les créateurs de séries télé vont regarder le passé. On est dans une période un peu difficile. Dans les années 60, c'est quand même la période charnière des États-Unis, mais une période lourde. Et donc les créateurs, en fait, comme s'ils voulaient un petit peu se détourner de l'actualité, vont regarder justement ce qui se passait dans le passé. Ils vont être nostalgiques, ils vont faire des séries qui vont porter sur des choses du passé. Et on a une série qui est également, à l'image de I Love Lucy, qui est vraiment culte, mais alors on n'en a jamais entendu parler en France. Enfin, vous allez me dire si vous connaissez cette série. Ça s'appelle Andy Griffith Show. James, si tu peux nous envoyer une image, juste voilà, d'illustration. Alors, ce qui est rigolo, c'est que un des personnages, alors c'est dans une petite bourgade, on suit les aventures d'un shérif, voilà, c'est mes aventures amusantes. Et il y a un personnage, un petit garçon, qui est interprété par Ron Howard, qui plus tard va devenir Richie Cunningham dans Happy Days, dont on parlera après. Est-ce que tu as une... alors oui, on le voit, alors sur la photo qu'on voit juste là, on voit Ron Howard, donc c'est le petit garçon rouquin. On ne le reconnaît pas super bien, donc c'est pour ça que j'ai proposé une autre photo où on l'identifie un petit peu mieux. Voilà, là on reconnaît vraiment son visage. C'est impressionnant ce gars, comme il a gardé son visage d'enfant malgré les années qui ont passé. Donc c'est le Richie Cunningham. Donc il n'avait pas commencé dans Happy Days, il avait déjà commencé dans Andy Griffith Show. Et James, tu ne me contrediras pas, je pense, c'était vraiment cultissime aussi. Oui, alors Andy Griffith, c'est quelqu'un qui avait une grande palette, il faisait beaucoup de choses dans sa vie. Notamment, il a commencé donc ce qui l'a fait exploser, c'est Andy Griffith. Peut-être que les Français ont connu cette série. Vous avez dit comme il a dit Andy Griffith. Peut-être que les Français ont connu Andy Griffith sous les traits de Matlock. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une série aussi qui était très connue aux États-Unis. Alors je ne sais pas si elle était connue en France parce qu'à l'époque, moi je n'étais pas en France. Mais à ce moment-là, en fait, il est en fin de carrière, hein, mais si tu veux, il a eu des Andy Griffith Show. Donc au début de sa carrière, il a fait plein de choses et en fin de carrière, il fait donc cette série de Matlock qui clôture une carrière bien... Alors moi ça me dit quelque chose parce que l'acteur, je l'ai déjà vu dans une autre série. Ça parle de quoi Matlock? Matlock de mémoire, c'est un avocat. C'est une histoire d'avocat. Ah oui, ça a été diffusé en France. Voilà. Alors que Andy Griffith Show n'a pas été diffusé, mais Matlock oui. En effet. Alors, on a donc cette série qui est un petit peu nostalgique. Et puis, il y a quand même, on disait tout à l'heure que I Love Lucy, on se demandait si c'était féministe, voilà, la condition de la femme. On est à une époque, on est dans les années 50 où c'est voilà, l'homme, voilà, on est dans une société patriarcale. Et on a une série qui, mine de rien, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais casse un peu l'image de la femme au foyer traditionnelle. C'est Ma sorcière bien-aimée, en anglais Bewitched, parce que la femme au foyer, parce que Samantha c'est quand même une femme au foyer, mais elle a des pouvoirs magiques. Donc c'est quand même, on a une autre vision de la femme, on va dire. Il y a une petite évolution. Peut-être qu'on peut considérer que c'est un peu dérisoire, mais quand même, voilà, cette femme qui était un petit peu cantonnée au rang de femme au foyer, elle devient sorcière avec des pouvoirs magiques. Et voilà, on fait évoluer le statut de la femme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, ça casse un peu, ça casse l'image de la femme au foyer. Voilà, puisqu'elle est un peu différente, c'est elle qu'elle contrôle. Et son mari, il ne fait que subir. Il croit qu'il a la main, mais c'est elle qui contrôle tout de A à Z. Il est vraiment complètement soumis. Donc les rôles sont un peu inversés par rapport à ce qui pouvait être fait précédemment. Voilà, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de cette série? Voilà, Samantha qui remet son nez pour avec ses pouvoirs, pour avoir ses pouvoirs magiques. Sa maman, Isadora, je crois qu'elle s'appelait, c'était le prénom de sa... Endora. C'est Sylvie qui nous dit Endora.
Ah, mais Et oui, et Jean-Pierre Poulidor nous dit Jean-Pierre, oui, parce qu'en français... Ah oui, alors James, il comprend pas de quoi on parle. Non, là, je suis Parce que arrivé. le mari de Samantha, en français, s'appelait Jean-Pierre. Ah, d'accord. Alors, j'aimerais bien, si James, tu peux faire juste une petite recherche, comment s'appelait Jean-Pierre en anglais, parce que c'est drôle qu'ils aient Jean-Pierre en anglais, c'était pas Jean-Pierre, ça c'est sûr. Mais c'est drôle qu'ils aient gardé Samantha, Tabata pour le bébé, leur petite fille, et Jean-Pierre, le nom bien français. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on... Alors, Rien à voir. Ah oui, bah oui. Donc, je me rappelle du nom de l'acteur, ça s'appelle Dick York. Oui. Et donc, le nom du personnage, c'est Darren. Ah oui, Darren. Ah oui. Alors là, il y a des gars qui se sont réunis au moment des traductions pour les doublages. Ils se sont dit, bon, Darren, ça sonne pas très bien. Tiens, si on l'appelait Jean-Pierre, c'est drôle quand même quand on imagine ça. Mais ça, c'est un débat qu'on a souvent, c'est sur les traductions, aussi bien de titres. Après, les traductions de séries, bah, je veux dire, c'est un vrai travail, parfois, et de films d'ailleurs. Parfois, c'est plus ou moins réussi, mais bon, dans l'ensemble, quand même, bon, ça tient la route. Mais alors là, changer Darren en Jean-Pierre, on voit plus ça n'existe plus. On conserve les prénoms. Moi, je trouve ça très drôle, quoi, d'avoir nommé le mari Jean-Pierre, le nom bien français, quoi. Voilà, c'est drôle. Alors Sylvie nous dit oui, c'est elle qui avait le pouvoir, son mari un gentilbennet. Oui, c'est ça, les rôles étaient inversés. Donc il y a quand même une avancée. Et peut-être que quand on a découvert Ma sorcière bien-aimée, on n'avait pas pris conscience. Moi, c'est avec du recul que j'ai réalisé, on n'avait pas pris conscience de ça. Que c'est elle qui avait le pouvoir, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, mais qu'elle avait pris le pouvoir dans le couple et que c'était elle qui menait la barque. Voilà, on avait peut-être, voilà, on voyait juste le personnage avec des pouvoirs magiques, la sorcière, la fée aussi quand même, parce que sorcière, c'est un peu péjoratif en fait. Voilà, une fée, bon voilà. Et on n'avait pas peut-être pris en compte ou mesuré le basculement, le changement, l'avancée quand même de faire de cette femme au foyer une sorcière avec du pouvoir et qui a du pouvoir sur son mari. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques à part? Oui, Samantha, Andorra et Tabata, la petite fille qui avait aussi, elle aussi, les pouvoirs. Voilà. Alors là, ça fait vraiment évoluer donc la figure de la housewife, de la femme au foyer. On avance un petit peu, petit à petit, ça vient. Encore aujourd'hui, on n'y est pas, mais ça avance avec les décennies, on va dire. Et après, on arrive en pleine guerre froide. Pendant la guerre froide, on va un petit peu se lancer dans la science-fiction. Alors c'est assez logique. Le dernier live qu'on a fait, on l'a fait, souvenez-vous, sur la conquête de l'espace. Et il y a une logique, puisque pendant la guerre froide, l'objectif c'était de faire mieux que les Russes, et notamment dans la course à l'espace. Et donc pendant cette période de guerre froide, eh bien, les créateurs de séries, qu'on n'appelait pas encore des showrunners, c'est assez récent ce terme-là, en tout cas les créateurs vont se pencher sur de la science-fiction, et c'est là d'ailleurs que va naître Star Trek. Et comme on l'a dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un épisode de Star Trek, alors le film, pas la série, qui s'appelle The Ultimate Frontier. Et on est vraiment dans le concept de The New Frontier, cher à JFK, à Kennedy. Donc après la conquête de l'Ouest horizontale, on passe à la conquête verticale, la conquête de l'espace. Donc il y a une logique à ce que en pleine guerre froide, les séries portent plus sur la science-fiction. Et voilà, on a Star Trek, on a les envahisseurs aussi. Alors, est-ce que James, tu as une affiche des envahisseurs? J'ai la photo de David Vincent. Voilà, la photo de David Vincent. Voilà, il y a une logique. Les envahisseurs ils se sont incrustés dans la société américaine. Il y a une défiance face à l'URSS. Il y a ces aliens là qui envahissent et qui voilà, il y a une raison. Il faudrait un peu creuser la question, mais les envahisseurs sont liés à la guerre froide aussi. C'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense quand on voit la série, mais il y a une connexion en tout cas. Voilà, c'est les aliens infiltrés avec David Vincent et son petit doigt en l'air. En anglais, c'est David Vincent aussi. James, est-ce que... Alors là, je peux pas te dire. Je pense que oui. Hein. On va aller vérifier. Excusez-moi, je bois un coup. Je pensais que James allait
elle rebondir. Et on est, voilà, c'est avec des séries comme par exemple Star Trek, on a cet idéal démocratique, cette mission que les États-Unis se sont donnée finalement, avec la conquête de l'Ouest et avec la conquête spatiale, comme on l'a vu dans le dernier live. Alors, est-ce que le personnage s'appelle aussi c'est toujours David Vincent. David Vincent, voilà, avec une musique caractéristique. Voilà. Donc c'est assez logique. Et puis, avec le passage véritablement à la couleur, Star Trek est en couleur, mais on a une autre vague, on va dire, de séries qui vont changer les choses. On a Columbo, qui est vraiment une série culte, avec un procédé narratif qui est assez nouveau, puisqu'on connaît le meurtrier dès le départ. Donc c'était assez novateur à l'époque. On a les Mystères de l'Ouest, dont on a parlé. On a Dark Shadows, que Tim Burton a adapté en film. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Je l'ai vu au cinéma il y a quelques années. Voilà, c'était adapté de la série Dark Shadows, qui était assez novatrice également. En fait, le monde change et les séries américaines s'adaptent, évoluent comme la société. Et on a toujours des périodes, tout avec cette évolution. On est dans les années 70 et avec l'évolution de la société et les ruptures que ça crée, encore une fois, comme on l'a vu déjà dans les années 60, il y a encore un mouvement nostalgique et on a Happy Days par exemple. Donc on est dans les années 70, mais par contre la série se passe dans les années 50 et ça a connu la couleur, le noir et blanc et la couleur. Donc avec Richie Cunningham joué par Ron Howard, avec aussi Henry Winkler qui joue Fonzie. Et James et moi, on a eu la chance, je considère que c'est vraiment une chance, l'honneur de le voir sur scène à Broadway dans une pièce qui s'appelait The Dinner Party. Et il est hilarant. La pièce était extraordinaire, c'était complet, on ne pouvait plus s'asseoir nulle part. C'était mais vraiment une pièce extraordinaire. Alors je ne sais pas s'il continue le théâtre, mais c'était pour dire que voilà, Henry Winkler, c'est pas seulement un acteur de série télé, c'est aussi un comédien de théâtre et de film aussi. Il a fait quelques films et d'ailleurs les séries en général, ça c'est un... Oui, dans Scream, oui. Les séries en général ont mis en avant énormément d'acteurs. Beaucoup de comédiens et d'acteurs ont commencé dans les séries. Il y en a vraiment. Ça serait difficile d'en faire une liste parce que beaucoup sont passés par là. Voilà, c'est pas comme en France où commencer dans une série française, mais aussi parce que les séries françaises, c'est pas la même qualité que les séries américaines, c'est un petit peu catégorisant, je dirais. Un acteur en France qui commence dans une série, il va peut-être un peu galérer pour après rentrer dans des films d'auteur. C'est un peu plus compliqué. Il est un peu cantonné dans son rôle de comédien de série télé, même si maintenant les séries télé sont plus démocratisées, il y a vraiment des budgets, comme Engrenage par exemple, voilà. Ça évolue. Mais pendant longtemps, les acteurs français étaient cantonnés, catégorisés à cause des séries, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. James, je pense que tu es d'accord avec moi. Ils sont tous passés par une série télé, donc... Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis on arrive à une période contre la guerre du Vietnam aussi. On revient un tout petit peu en arrière parce que je voulais en parler. On a la série MASH qui est inspirée d'un film de Robert Altman, qui est du même nom d'ailleurs. Et là, on suit une unité médicale pendant la guerre de Corée. Mais là, c'est une satire, c'est une comédie et ça fait écho, bien sûr, aux manifestations anti-guerre du Vietnam. Donc, c'est vraiment la preuve que la série télé vit avec son temps et s'adapte à la société américaine. Et donc, étudier les séries américaines, c'est étudier la société américaine en quelque sorte. Même dans les va-et-vient, même dans ces moments nostalgiques, c'est assez révélateur de cet état d'esprit. Voilà, on arrive au milieu de cette émission. James, si tu veux nous lancer ton jingle de la minute du James, si tu veux nous faire un petit recap avant qu'on attaque le gros du morceau, mais jusqu'à la période contemporaine qui nous intéresse plus particulièrement. On a un petit problème technique. Ah, petit problème technique, on ne revient pas sur le live, c'est ça? Non. L'application s'est coupée.
C'est Freeze. J'essaie de voir si toi sur le chat. C'est Freeze. Ah, ça y est, ça revient. Ah, on revient, on a eu juste un petit... ce sont les aléas du direct, comme on dit. Le jingle, c'est figé quelques instants, mais on est à nouveau là. Alors James, est-ce que... Yes. Bon, t'es beaucoup intervenu, Oui. donc c'est vraiment ton domaine, tu connais plein de choses sur les séries. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette première partie pour ceux qui nous rejoignent à cet instant et qui n'ont pas vu la première partie? Déjà, tu nous as expliqué qu'il y avait quand même, pour démarrer, un certain nombre de thèmes pour expliquer comment les séries télé sont arrivées sur le devant de la scène. Tu nous as parlé de la première série télé qui s'appelait donc The Queen Mess. Ensuite, on a parlé beaucoup de Lucille Ball qui a explosé l'écran sur I Love Lucy et donc qui a permis de lancer l'émancipation de la femme et en plus d'inspirer énormément d'acteurs sur plein de séries télé dans les années 70 et les années 80. Tu as parlé du Andy Griffith Show également, qui est un incontournable au niveau des États-Unis en termes de séries télé à l'époque, où tu nous expliques en fait l'histoire du soap opera, comment c'est arrivé, parce qu'il y avait des vendeurs de savon, et donc du coup, alors je pense que ça a aussi un peu un lien avec la ménagère de 50 ans qui regarde la télévision, voilà, et qui est devant la télé et qui fait le ménage à la maison. C'est très très caricatural, mais malheureusement c'était l'époque, c'était comme ça, c'est comme ça que ça marchait. Et donc ensuite, nous a parlé également d'Alfred Hitchcock, Twilight Zone. On parlait également de Samantha dans Bewitched, Ma sorcière bien aimée. Oui. Et puis on a commencé un petit peu à regarder, à énumérer on va dire les émissions les plus regardées, enfin les séries les plus regardées de l'époque, avec Happy Days également. On n'a pas parlé de La petite maison dans la prairie. Ah oui, et Little House on the Voilà, Prairie, il y bien avait sûr. Little House. Et là, on est vraiment dans la nostalgie donc, des pionniers de la conquête de l'Ouest. Voilà, on est, voilà, Happy Days, c'est les années 50, et bien sûr, La petite maison dans la prairie, on remonte à la conquête de l'Ouest, dont on a parlé dans un live précédent. Voilà, et donc on a terminé sur MASH. MASH, il y a un acteur dans MASH, donc l'acteur principal, alors j'ai plus le nom en tête, j'irai le chercher tout à l'heure, qui joue également dans une série qui a marqué mon enfance, mais qui a marqué également beaucoup d'Américains. C'est une série qui s'appelle Taxi. Ah, je croyais que je l'avais là. Non, je Ah non, ça là, on est encore dans les années 70 avec Taxi, c'était une histoire, c'est la série qui a révélé Danny DeVito. Ah oui, Danny DeVito. Voilà, c'est la série qui a révélé Danny DeVito. Il n'y a pas Tony Danza dedans? Il y a peut-être, oui, il y a Tony Danza également. Il y a les débuts de Tony Danza dans Taxi. Et donc ça aussi, c'est une série qui a marqué beaucoup d'Américains. Quand on parle de Lucille Ball, il y a également une série qui a vraiment marqué les Américains dans les années 70, début des années 80. C'est une série qui s'appelait Three's Company. Oui. Qui a vraiment, alors là c'était à pleurer de rire. L'acteur s'appelait John Ritter et il est connu quand même. Il était très connu. C'était un des acteurs fétiches de Blake Edwards. Et là aussi, c'est juste, si vous voulez vous replonger dans les années 70, années 80 des États-Unis. Et là, en fait, on vit vraiment le quotidien de famille et dans des situations complètement cocasses. Tape le titre, justement. Three's Company? Oui, tape-le sur le chat, comme ça, pour ceux que ça Ah oui, intéresse. je vais donner tout à l'heure, dès que j'ai fini de parler. Donc il y avait Three's Company, il y avait Too Close for Comfort, mais c'était un petit peu plus tard. Et voilà, donc ça, c'est les émissions qui ont été inspirées du jeu de Lucille Ball. Parce que voilà, on était dans le côté Chaplin, etc. Et ces acteurs-là ont récupéré un petit peu de toute l'histoire des acteurs des États-Unis pour se lancer sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène. Alors après, on a... est-ce que tu voulais... Je trouve que tu as très bien résumé et rajouté ta petite touche personnelle. Bravo, vraiment. Après, on a une série qui porte sur le statut de la communauté afro-américaine, ça s'appelle Roots. C'est vraiment sur le passé esclavagiste. Donc on a vraiment cette volonté, c'est très sérieux, hein, c'est dur, Roots. On a vraiment, voilà, on parle du statut, comme quoi on ne ferme pas les yeux sur ce qui s'est passé. Et on a un Roots qui a vraiment beaucoup marqué les séries télé. Mais malgré tout,
on arrive à une période où dans les années 70-80, où les minorités la minorité afro-américaine, elle n'est pas encore représentée totalement. Elle est un peu reléguée au second plan, des seconds rôles un peu caricaturaux. Et le premier personnage auquel on pense dans les séries américaines avec un personnage afro-américain, c'est Huggy les bons tuyaux dans Starsky et Hutch. Alors je crois qu'on a une photo de Guy avant-après, donc à l'époque de la série et puis aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours en vie, il faudrait vérifier, j'ai un doute tout en le disant. Mais voilà, donc Guy les bons tuyaux, c'était la caricature, c'était le personnage noir qui donnait donc les bons tuyaux, mais qui n'était pas clean, voilà. Il était un peu relégué au second plan. Donc on n'y est pas encore. On n'est pas encore dans le fait de mettre en avant la communauté noire, comme va le faire dans les années 80, fin des années 80, le Cosby Show, où là, pratiquement tout le cast est afro-américain. Voilà, on va passer vraiment un cap. Oui. Les précurseurs, vraiment la série précurseur Black, donc qui va lancer donc, tous les acteurs black des séries télé et surtout The Cosby Show et tout ça. C'est une série qui s'appelait The Jeffersons. C'était une série qui a commencé en 1975 et voilà, qui était très humoristique parce qu'en fait on était dans les années 75, donc une minorité qui est donc les blacks. Et c'était en fait des blacks assez particuliers, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient des moyens, ils avaient de l'argent, etc. Oui. Et puis ils étaient à contre-courant de plein de choses, notamment de la culture, on va dire, Caucasian, blanche. Voilà. Et donc du coup, occidentale. Et ça donnait des situations complètement cocasses. Et puis l'acteur qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, ça me reviendra, était juste fabuleux. C'était une petite boule d'énergie, un peu à la Sammy Davis, qui débordait d'énergie. Et ça a donné après derrière plein d'idées pour les blacks. Alors, voilà, aux États-Unis, c'est la série qui a lancé vraiment les séries avec un cast afro-américain, mais en France, en Europe, c'est vraiment le Cosby Show qu'on a découvert avec un cast pratiquement entièrement afro-américain. Nous, on n'a pas connu autre chose que ça. C'est avec le Cosby Show, c'est une révolution quand même. Ça, voilà, c'est alors après Bill Cosby, bon voilà, son personnage, le personnage, quoi, la personne est peut-être est sûrement discutable puisqu'il a eu des soucis avec la justice. Hein. Mais bon, en tout cas, à l'époque, on ne le savait pas. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas et on était impressionnés parce que nous, ça nous est complètement étranger. Hein. On n'a pas du tout ça et même aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, on en est loin. Et oui, James. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après de relancer un petit peu ces séries-là pour voir. En fait, nous, on n'a que le point B. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ils sont partis. C'est ça, donc peut-être que de ressortir un peu ces épisodes, etc. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ouais, mais c'est vrai que nous, ici, on n'a connu que le Cosby Show. On a bien sûr, on a tout un nombre de séries. On n'a pas parlé de Charlie's Angels, les drôles de dames, voilà, où soi-disant c'était des femmes émancipées, mais finalement elles étaient sous la coupe de Charlie, donc c'était pas. Et puis il y avait des gros plans sur des zones bien ciblées. Bon, c'était pas si féministe que ça, mais on va passer un cap véritablement avec la série Dallas. Là, on est en 1978 quand le premier épisode de Dallas, qui devait être une mini-série. Puis finalement, vu le succès, ça s'est développé sur 10 ans. Mais voilà, on a Dallas avec un anti-héros, JR. On doit avoir, voilà, on a la photo donc, du ranch South Fork avec toute la famille. Et puis voilà, ce qui nous a marqué. On en a déjà parlé, hein, on a parlé des bad guys. On n'a pas cité, parce qu'on était les bad guys au cinéma. Cité, hein. On n'a pas parlé des bad guys dans les séries télé, mais alors lui, c'est le bad guy par excellence, c'est vraiment l'anti-héros qui nous a marqué. On aimait le détester comme d'autres. Et vraiment, alors lui, je crois que c'est grâce à lui que la série elle a autant marché. Et c'était la promotion de l'impérialisme américain, de cet American Way of Life, l'argent, les maisons, la voiture. À l'étranger, j'ai lu un article d'un journaliste indien, donc d'Inde,
qui disait que il n'avait jamais voyagé aux États-Unis. La seule chose qu'il voyait de ce pays, c'était Dallas. Donc il s'imaginait que tout le monde vivait comme ça aux États-Unis, que tout le monde était riche, avec des belles femmes, des belles voitures, etc. Donc c'était la promotion, la vitrine des États-Unis dans certains pays. Et c'est vrai qu'on était, on était impressionnés. Mais c'est vraiment la vitrine de l'impérialisme, de l'ultra-capitalisme américain, avec ce mode de vie qu'ils ont voulu nous faire croire idéal. Et on s'est un peu fait avoir quand même. Voilà, après Dallas, donc on a parlé du Cosby Show, on a bien sûr De flic à Miami, Miami Vice, qui est cultissime, James ne me contredira pas, ça c'est sûr. qui était déjà qui était supervisé à l'époque par Michael Mann. Qui après deviendra le réalisateur qu'on connaît. On a une série, alors je veux en parler parce que c'est Clair de Lune, parce que Moonlighting, pardon, j'ai bugué, avec Bruce Willis, bon voilà, où il y a un procédé narratif qui est pas mal, c'est que de temps en temps, Bruce Willis notamment, parle à la caméra, il nous parle directement, et on n'avait pas l'habitude de ça non plus. Allez, les séries télé, on commençait à être bien habitués, mais là, il y a un plus, enfin en tout cas moi, ça me séduisait énormément. Mais bon, on va parler d'une série cultissime qui va marquer, qui va rendre la série télé, qui va donner ses lettres de noblesse à la série télé, qui était un peu mal considérée, je dirais. Et là, avec Twin Peaks dans les années 90, on passe un cap parce que visuellement, bon, on est dans une esthétique qui n'existait pas précédemment. Et il y a un avant et un après Twin Peaks. Alors en France, c'était diffusé sur la 5, il n'y a eu que 2 saisons, puis un film, et puis une nouvelle saison qui est ressortie des années plus tard. Mais voilà, on passe beaucoup de créateurs de séries contemporains, disent qu'ils sont les héritiers de David Lynch et de la série Twin Peaks, qui doit beaucoup bien sûr à tous ces personnages bizarroïdes, la femme avec son morceau de bois, à Kyle MacLachlan qui joue l'inspecteur Cooper, par la musique envoûtante, je dirais, d'Angelo Badalamenti, qui nous a tous marqués. C'est dommage, on ne peut pas vous passer la musique, mais voilà, la musique de Twin Peaks, elle donne les frissons. Et dans le film aussi, ce meurtre d'une jeune fille, d'une jeune étudiante, Laura Palmer, une belle jeune fille, ce côté voilà, où on ne sait pas ce qui se passe, et puis la bascule dans le surnaturel auquel on ne s'attend pas forcément, dans un film qu'on croyait au départ une enquête, et puis on va basculer dans le surnaturel, et on va lâcher, certains vont lâcher, David Lynch va perdre des spectateurs en route qui n'ont pas supporté justement cette bascule dans le surnaturel, et je pense que James fait partie de ces spectateurs qui ont lâché en cours de route parce que voilà, on s'attendait à une enquête traditionnelle à la Columbo et pas du tout. Bon, on aurait pu s'en douter en voyant ces personnages très particuliers. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre Twin Peaks. Moi, j'étais une grande fan à l'époque de Twin Peaks. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est le maître. Je vois les Duke-Notes qui nous disent le maître, oui, complètement. Et encore une fois, beaucoup de réalisateurs, mais aussi beaucoup de créateurs de séries. En préparant cette émission, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à Twin Peaks, et c'est ce qui revient, c'est que voilà, c'est l'innovation totale. Il y a vraiment un avant et un après Twin Peaks. On n'en avait pas confiance. Je pense que dans les années 90, quand Twin Peaks est sorti, et encore aujourd'hui, dire que Twin Peaks est si culte, ça fait bizarre parce qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, qui n'ont même pas regardé, qui ne savent pas ce que c'est. J'en ai encore parlé à la radio sur Top FM. D'ailleurs, l'émission passe demain où je parle de Twin Peaks. Et les personnes qui étaient avec moi n'avaient pas suivi et ne pensaient pas que c'était à ce point cultissime. Voilà, alors voilà, c'est ceux qui ne connaissent pas Twin Peaks, allez jeter un coup d'œil. Il faut aimer le surnaturel, il faut aimer les choses un peu bizarres, les personnages. Voilà, ces personnages extrêmement bizarres, que je trouve pas de mots, et puis cette bascule dans le surnaturel pour l'élucidation du meurtre de Laura Palmer. Alors, James, tu fronces les sourcils, Twin Peaks, on n'est pas trop d'accord sur cette analyse de... Si, oui, je fais partie de ceux qui malheureusement... Alors je fais partie de ceux qui adorent David Lynch, pardon, mais je fais partie de ceux qui n'ont pas apprécié le twist au bout du 13e épisode.
où en effet ça part un petit peu dans tous les sens en termes on va dire, de surnaturel. Bon, voilà, après, c'était un choix scénaristique. Moi, je le respecte parce que j'aime beaucoup Lynch. Mais j'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup les séries avec des enquêtes policières où on arrive à terme à quelque chose de concret, quoi. Voilà. Mais là, avec le recul, à l'époque, bon, on a pu se faire avoir, mais avec du recul maintenant, si tu découvrais aujourd'hui Twin Peaks, la série, tu te ferais pas avoir parce que tu te doutes bien que Lynch, après avoir vu le reste de ses films, à part quelques exceptions où il bascule pas dans le surnaturel, il y en a très peu. Il y en a, mais on savait avant quand même, hein, il y avait quand même eu. Voilà, on pouvait se douter, mais on a été un peu surpris. Mais là, sur une série télé, le fait de garder les gens en haleine, etc., sur, je crois que c'est 13 épisodes où vraiment c'est du concret. Une bascule comme ça, c'est oui, pareil, c'est étonnant, mais c'est en ça que c'est innovant. C'est surtout la déception. C'est un petit peu comme si on aborde le thème de Game of Thrones, c'est la déception de ne pas s'attendre à ce qui va se passer de cette manière-là. Oui, mais en fait, les showrunners, ils sont là aussi pour nous prendre à contre-pied et pas faire que ce qu'on attend sur un plateau. Absolument. Et je trouve que c'est ça aussi leur job, quoi. Et faire que ce qu'on attend, c'est aussi voilà, nous perturber, nous secouer un petit peu. Et là, c'est vraiment le cas. On a été extrêmement secoués. On a été aussi secoués. Alors, c'est une série. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous allez me dire, les Simpsons. Alors, ça reste bien sûr une série animée, mais c'est aussi un passage. Voilà, quand on passe aux Simpsons, on est dans un autre. On a un avant, un après aussi. Bon, c'est moins peut-être caractérisé comme une série, mais encore que c'est une série animée, quoi. Voilà. Et on a aussi. On casse les codes avec les Simpsons. Simpsons, c'est surtout une des plus vieilles séries des États-Unis. Oui, dans la durée, oui, bien sûr, dans la longévité. Mine de rien, Bart Simpson, il devrait avoir 50 ans au moins, je crois, non? Bart Simpson, oui, facile, oui, bien sûr. C'est pas 50 ans, mais pas loin. Oui, on y arrive. Ouais. Si on considère qu'il a eu 10 ans à peu près, je crois. Ça a été créé fin des années 90. Oui. Et du coup, 40 ans rajoute 40 ans, ouais, c'est ça, 50 ans. 30 ans de plus. Ouais. Et la première voix de Bart Simpson, c'était une demoiselle qui faisait la voix. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc on a les Simpsons et puis après on a ces séries, alors on a les séries médicales, l'urgence, qui est arrivé les Georges Clooney. On a des séries comme Seinfeld qu'on connaît un petit peu en France puisque ça a été diffusé sur Canal+. Alors là on est dans le stand-up. Seinfeld est un stand-up comedian, un comédien de stand-up. Il a commencé sur la scène, sur les planches et ça a donné une série qui a bien marché en France, que je vous conseille de regarder. Là, on voit la photo, ça peut vous inspirer. Ça a été diffusé longtemps en France. Après, bien sûr, les créateurs se sont dit, il faut changer de cible, il faut attaquer les ados. Là, maintenant, on a une cible privilégiée, ce sont les ados. Donc, allons-y, les Beverly Hills, les Buffy contre les vampires, etc. Ça a marché. Et Twin Peaks, pour revenir un tout petit peu, mais chronologiquement, on est bon. On a X-Files qui a été inspiré par Twin Peaks, qui lui-même avait été inspiré par la 4e dimension. Donc on arrive dans les années 90, on a X-Files qui est a priori librement inspiré dans l'état d'esprit et dans ce côté surnaturel par Twin Peaks. Voilà. Et à la fin des années 90, on a HBO qui explose et qui va proposer beaucoup de séries et qui va produire des séries, des séries énormes. Donc on a Les Sopranos, on a Sex and the City, on a The Shield. D'ailleurs, alors The Shield, c'est pas HBO, c'est FX, mais c'est le même genre. Donc des grosses séries qui vont beaucoup marcher. On a House of Cards qui va être le début du binge-watching. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression anglaise. Le binge-watching, c'est quand on commence à regarder une série. Et puis, comme maintenant, avec le streaming, puisque ça c'est la révolution depuis quelques années, c'est les plateformes de streaming qui vont changer nos habitudes pour regarder les séries. Jusqu'à présent, on attendait, je me souviens que selon les séries qu'on regardait, moi je sais que par exemple pour Ray Donovan, j'attendais sur Canal+, la semaine prochaine la suite, et puis maintenant avec les plateformes de téléchargement, on a toute la série en bloc.
Donc on n'est plus dans l'attente d'une semaine à l'autre et on va pouvoir enchaîner toute une nuit nos séries, les yeux qui en tombent. On se dit bon allez, j'en regarde une de plus. On a tous vécu ça. Allez, non, je peux pas m'arrêter. Le cliffhanger, la chute, elle est tellement bonne là, que je peux pas m'arrêter. Et puis on enchaîne, puis on dort plus. Voilà. Ça c'est le binge watching, c'est cette addiction en quelque sorte aux séries télé et qui ne va pas cesser puisque l'offre c'est ultra développé. En gros, les chaînes américaines, c'est 500 productions de nouvelles séries par an aux États-Unis, juste aux États-Unis, sans compter que les Espagnols, les Français, les Norvégiens, il y en a partout des séries. Donc on a une proposition énorme, c'est ce qu'on appelle le peak TV, c'est que là on a, et en plus de qualité, mais ça a éclipsé toutes ces séries un peu fédératrices comme Friends. Il n'y a plus ça, ces séries que tout le monde regardait. Là, il y a ceux qui regardent, je sais pas, en ce moment, là j'ai pas de séries qui me viennent. Est-ce que c'est pas la grande tristesse de la série télé, d'avoir cette multiplication de plateformes, du coup cette multiplication de séries et du coup de ne pas pouvoir échanger sur les séries. Alors toi tu regardes quoi en ce moment? Alors moi je regarde Senna Voilà. avec Bill Pullman. Bon. Donc moi je regarde pas, mais par contre moi je regarde Yellowstone, est-ce que tu as regardé? Non. Non, donc mais on par peut contre, pas échanger. non, par contre, si tu me dis que Yellowstone est bien, je vais y regarder. Ouais. Voilà, donc c'est un échange quand même. Mais c'est vrai que on a la vraie, la série fédératrice absolue ces derniers temps, la série dont tout le monde parle autour de la machine à café et qui est un peu excluante d'ailleurs parce que c'est un tel fait de société de parler des séries que les gens, parce qu'il y en a qui n'ont jamais regardé un seul épisode de Game of Thrones par exemple, ils savent pas de quoi on parle et ils se sentent carrément exclus. Et d'un autre côté, c'est aussi un facteur social, on va dire, socialisant, parce que le fait d'avoir vu la même série, on va parler de ça, on va échanger là-dessus, donc ça permet des échanges quand on n'a pas vu, on ne peut pas en parler et on se sent exclu. Donc il y a ces doubles facettes. Mais dans la série fédératrice, peut-être que la dernière, ça va être Game of Thrones. Et encore, voilà, tout le monde ne l'a pas vu. Mais c'est ce qu'on appelle, après le blockbuster cinéma, on a introduit un nouveau terme, le blockbuster télé. Et l'incarnation du blockbuster télé, c'est absolument Game of Thrones qu'on a là. Voilà. Et comme tu disais, James, on a été pour beaucoup déçus par la fin de la série, mais parce qu'on attend quelque chose et qu'on a envie que les showrunners écrivent ce que nous, on avait imaginé de l'histoire. Puisque là, l'écrivain, il n'avait pas écrit la fin de l'histoire. Donc, ils ont créé au fur et à mesure, et finalement, ils ont tous les droits, et les fans, ils ont qu'à suivre, et s'ils ne sont pas contents, ils ne regardent pas. Après, là, c'est vraiment, on est sur un terrain glissant. Très glissant. je suis assez d'accord avec ce que tu dis, d'autant que J.R. Martin avait signé pour faire donc tout. T'inquiète, on va pas spoiler Sylvie. Non, mais par contre, il faut quand même savoir un truc qui est super important, c'est que Martins avait signé donc pour toute la série, on est bien d'accord, qu'à partir de la saison 5, il n'y a plus de livres et il a arrêté d'écrire, ce qui veut dire que en fait, les showrunners vont être obligés de lui demander de continuer d'écrire. Il ne va pas écrire. Ils vont lui demander donc de les aider dans l'écriture. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, mais toujours imité, jamais égalé. On ne peut pas être au niveau de celui qui est à la création et à l'imagination en plus de quelque chose d'aussi grandiose. Donc forcément, ça va commencer un petit peu à s'étioler. Ils vont du coup écouter l'appel des sirènes, des producteurs qui veulent un peu plus de certaines choses, sans vouloir spoiler. Et au fond, on arrive après à une fin qui peut être controversée. Mais à la base, on est quand même sur une situation assez embêtante où on a quand même un écrivain qui a complètement arrêté et qui d'ailleurs n'a toujours pas repris, n'a toujours pas fini le 6e épisode, enfin le 6e livre de sa série à lui. Et quand on sait qu'on est à la saison 8, donc ça veut dire qu'il y a un gap qui s'est créé. Et en plus de ça, il s'est gargarisé de dire que lui n'aurait pas écrit la même chose et qu'il allait faire quelque chose de différent. Donc on est sur un madman, quoi, complètement fou, qui a fait complètement n'importe quoi.
Et la même chose, je termine, après je te laisse tranquille, Non, il y a pas de parce que là je commence à être remonté à Oui, je bloc. sens que ça Ouais, chauffe là. ça me saoule Ça parce commence que à. Il y a la non, mais fumée les qui mecs sort là. ils sont toujours là à critiquer, ouais, Game of Thrones, la fin, machin, etc. Bah, toi le Déjà, premier, hein, la fin t'as non, déçu. j'ai pas critiqué la fin parce que comment est-ce qu'on peut, quand on a été aussi haut dans la technique, dans l'ingéniosité, dans la créativité, on peut être déçu peut-être du scénario et encore, mais par contre on peut pas dire que c'est de la merde quoi. Les gens disent c'est de la merde, mais comment on peut oser dire que c'est de la merde? C'est juste absolument, mais c'est du grand n'importe quoi. Et on peut faire la même chose, mais je vais m'arrêter là, mais je te lance une perche pour une éventuelle prochaine émission. Mais on peut dire la même chose sur Star Wars. C'est Ah oui, exactement le même schéma. Voilà. complètement. Oui. George Lucas a fait exactement la même chose. Les gens critiquent les épisodes 7, 8, 9, sauf qu'il a fait un gros fuck à tout le monde en disant ouais, fuck yeah. Non, mais George Lucas a fait un gros fuck à tout le monde en disant vous savez quoi, ben maintenant, j'ai vendu ma compagnie, ben derrière maintenant vous allez ramer pour que je vous donne un petit peu des idées, etc. Et en plus, il allait à l'encontre de ce que en fait, les scénaristes voulaient faire. Bref, Bon, je te après, redonne la juste main. pour terminer, enfin, refermer la parenthèse, si les fans sont si présents aussi, c'est parce que c'est facile voilà, on a les réseaux sociaux. Avant, de toute manière, on ne pouvait pas intervenir sur les contenus, puisqu'on n'avait pas cette possibilité-là. Et là, le développement des réseaux sociaux a beaucoup contribué à ça, au fait que tout le monde donne son avis, et voilà, ça se multiplie, les gens pour, les gens contre, ça se dispute. Voilà. Mais bon, au final, c'est les showrunners qui sont, c'est eux qui écrivent et c'est eux, voilà, quoi. On n'a pas vraiment notre mot à dire, quoi. Et je voudrais juste terminer et vous poser une question. Voilà, on a essayé de voir que les séries, c'est le reflet donc, de l'évolution d'une société. Récemment, on a eu cette série de Handmaid's Tale qui est adaptée d'un roman de Margaret Atwood. J'ai oublié de porter le bouquin parce que c'est vraiment un livre que je vous recommande. La série est très très bien, mais elle est adaptée d'un roman d'une Canadienne qui s'appelle donc Margaret Atwood, que je vous conseille vraiment de lire, et en particulier en anglais si vous pouvez, parce qu'en français, bon, voilà, la traduction... voilà, c'est toujours mieux de lire en français, mais là, ça a aussi, c'est un élément dans la dénonciation qui va donner d'ailleurs lieu un peu plus tard à MeToo. On est dans le début et dans cette dénonciation de la société patriarcale et tout ça. Elle a été, c'est une série extrêmement marquante qui est toujours en cours, donc je vous la conseille, The Handmaid's Tale. Et puis aujourd'hui, on arrive à un truc qui est quand même phénoménal sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch. Et c'est une série, c'est la première série interactive. Donc vous regardez, vous téléchargez, vous regardez sur votre plateforme Netflix cette série et vous avez des options en fonction de ce que vous appuyez. Vous faites évoluer l'histoire. Donc comme les romans autrefois dont on était le héros, eh bien on a la main un petit peu sur une partie de l'histoire. Bon, c'est complètement ironique parce que finalement, on nous prouve par rapport à l'épisode, je vous spoile pas, mais si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le, que finalement, on ne contrôle rien du tout, on est parfaitement sous influence des nouvelles technologies, de Netflix et tout ça. Enfin, c'est un petit peu la morale de l'histoire. Et on se demande, oh, c'est certainement probable, ça sera l'avenir. Est-ce qu'on va... Alors, il paraît que c'est... Enfin, que c'est vraiment en prévision, que c'est quelque chose qui va se développer, parce que techniquement c'est intéressant et qu'il y a une demande. Après, est-ce qu'on est pour ou contre, ça c'est autre chose. On a envie peut-être juste d'être passif et de ne pas être actif. Et encore, c'est un actif qui est... voilà, on est un peu dupé par ça. Mais voilà, le débat est ouvert, donc je vous conseille, je pense que James a envoyé l'image Yes. donc de l'épisode de Black Mirror qui s'appelle Bandersnatch. Si vous avez l'occasion, vous me direz ce que vous en avez pensé. Parce que voilà, c'est la série dont vous êtes le héros en quelque sorte, puisque vous pouvez agir sur la suite. Vous avez des options, bien sûr. Vous ne pouvez pas tout. C'était pour faire le lien avec ce qu'on a dit sur Game of Thrones, où vraiment les fans veulent agir, veulent modifier, veulent créer des nouvelles histoires, revendiquent un droit à ça. Voilà, c'est comme pour Camelot, hein, d'ailleurs, la série a été
été adaptée en film. Elle n'est pas vraiment adaptée parce qu'elle est assez éloignée du concept de départ, forcément, puisque c'était un programme très court qui devient un long métrage en 3 volets. Voilà, et là encore, ça fait parler parce que les gens ne retrouvent pas les punchlines tout à fait de la série, mais parce que c'est pas le même format. Voilà, et on n'est pas, c'est pas nous, Alexandre Astier, et lui, il avait envie de se faire un kiff, et je crois que c'est réussi de ce côté-là. Après, je vous laisse juger, je sais que certains d'entre vous ont vu le film, nous on l'a vu aussi, on est un peu mitigés. Voilà. Alors, salut, je passais juste pour te dire bonne soirée, ne t'arrête jamais, tu gères. Alors, c'est super, je ne sais pas je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, dans un tel enthousiasme, je peux dire que merci. Je ne sais pas qui c'est, Katorna D. Merci Katorna D. C'est le problème de ces pseudos, on ne sait pas qui c'est. Ah, alors, les gentlemen me disent que cette série vous a saoulé. Et on a Sylvie qui dit qu'elle n'a pas accroché pour l'instant. D'accord. Bon, alors moi, je suis une grande fan de l'œuvre de départ, donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu influencée par ça. Donc, Sylvie, essaie de lire le bouquin. Voilà. Et le livre est génial. Après, la série, elle est adaptée, inspirée, hein, voilà, puisque ça s'étend dans le temps. Voilà, mais je crois qu'on on n'a pas pu parler de toutes les séries, je suis désolée, mais on a essayé de faire traverser le temps depuis les années 20. Ah, tu nous as fait voyager là. Voilà, j'ai essayé, à tout le moins, c'est pas évident, voilà. Mais je pense qu'on a traité de l'essentiel de la série américaine, de l'histoire de la série américaine, de sa création, des inspirations, de l'héritage, jusqu'à l'héritage aujourd'hui. Peut-être que vous entendez Indy Lewski qui a envie de rentrer, mais il ne va pas rentrer, parce qu'on va passer à l'after. Mais avant quelques petits rendez-vous. Demain matin de 7h à 9h, je serai dans le Good Morning de Christian Vidal sur Top FM et je parlerai des séries en beaucoup plus condensé. Je serai également de 11h30 à 12h30 dans l'émission Backstage Avignon sur Twitch. Ça sera la dernière et donc mes amis de Backstage m'ont invité. Et puis je crois que c'est tout et on se rejoint. Je communiquerai sur la prochaine fois. On va s'organiser et de toute manière on a Indy aussi, voilà, qui nous rejoint pour l'after. Tout va bien, mon chien m'a dit assis-toi. Voilà, non, mais tu vas pas me lécher, pardon, assis-toi. Et on passe à l'after avec un jeu sur les séries télé. A tout de suite. Ah, on est bon. Alors. Eh bien, je te laisse lancer le nouveau jeu. Voilà, alors c'est un petit peu le même principe que le jeu qu'on faisait sur le cinéma. Là, ce sont des revues qui symbolisent en fait des séries télé extrêmement connues. Donc il y en a quelques-unes. On va voir si vous êtes partant pour ce jeu. On va essayer de relever les points, de compter les points. Indy, il a tout compris, oui, il est là. Allez, Merci d'être resté avec nous. Alors, premier rébut, James. Allez, c'est parti. Alors, cette fois, je ne me lève pas, puisqu'on a préparé à l'avance. Ça, c'est cool. Alors, quelle série se cache derrière ces emojis, derrière ces symboles? Donc, ça fait un rébut. Dites-moi, alors j'aimerais bien avoir le titre en français et le titre en anglais, parce que ça a été traduit. Alors, qui va trouver? Ah, il y a Poulidor qui pense que c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a le traditionnel after. Il y a l'after. Alors, est-ce que quelqu'un me propose une Est-ce qu'on a une proposition réponse pour le premier revue? Ah, tout le monde s'est endormi ou quoi? Ouais, je crois que là ça bug. Hein. Ou alors tout le monde a pensé comme Poulidor que c'était terminé. Deux flics à Miami? Ah, c'est pas mal. Attends, non, une sirène, une plage. Non, c'est pas ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal, Sylvia. Alors, c'est pas ça, mais c'est pas bête. Hein. Alors, on a Clara Johanna qui nous dit Arlette à Malibu. Mais carrément, c'est Béroche, bien sûr. Good job, Bravo, Clara. Ok. Allez, deuxième. Allez, deuxième.
Alors la deuxième, je ne sais pas parce que c'est le hasard qui décide. Et ça va être... Ah oui, elle est pas mal celle-là. Allez, je donne pas d'indice pour l'instant. Si vous galérez, je vous donne un indice. Ouais, bien joué, Francky. Oui, Francky, bravo, Dr House. Ok, bah, ça c'est facile pour l'instant. Hein. Oui, on va rendre la chose plus difficile au fur et à mesure. On va essayer. Hein. Allez, prochain rébut. Allez, prochain. Ah, déjà, Alors on l'a pas encore. Ah c'est voilà. un peu capillotracté. Voilà, Oui, bien oula, il y a joué. des spécialistes, Clara, bravo. Je crois qu'il y a 2 points là déjà, Clara. Allez, Allez, un dernier. allez, deux derniers, comme ça marque. Allez, 2 derniers. Je vais envoyer celui-là, je vais aller en chercher un autre. J'espère que on aura le temps. Pour que Clara confirme sa victoire. Ah ouais, celle-là, elle n'est pas facile. Là, t'as pas choisi la plus facile. Là, on va voir. Alors non, c'est pas Game of Thrones. Il faut se dire, qu'est-ce que c'est que l'objet à droite? C'est quoi comme type d'objet? Alerte à Malibu, c'est pas une série. Si, Alerte à Malibu, c'est une série. Non, c'est pas Game of Thrones. Vous séchez, désolé. Alors, le premier, alors c'est un titre qui est en anglais et le personnage principal est Yes, interprété. Clara, Ah, good mais super, House of job. Là, Cards. ils ont tac tac tac. Il y a eu un trio. Il y a eu Clara, Frankie et Warmox. C'est House of Cards. Bravo, avec Robin Wright. Et Allez. dernière pour Ouais, on peut y trancher. aller encore. Là. Moi, je suis chaud là, moi. Alors celui-là, je n'ai même pas le nom, tu vois. Donc, je vous envoie. À vous de me dire. Non. Alors, il y a Charlize qui propose le Joker. Non, pas du tout. Mais ça, c'était pour la précédente, je pense. C'est pas mal, hein? Ah, moi, j'aime bien. Là, franchement. Alors, oui, les feux de l'amour, c'est ça. Good job, Frankie. Il y a les Dupnotes et Frankie qui ont répondu en même temps. Bravo, bravo. Je crois quand même que c'est Clara qui l'emporte. Ouais, Clara, elle est pas mal. Attends, j'en ai encore. Allez. Là. Allez, encore Moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si ça vous plaît. Allez, encore un autre. Alors, ouais, ça commence à être capillotracté hein, quand même. Hein. Ah oui, ça c'est. Ah, c'est bien Francky. Francky l'a mis à ce jeu. Merci Francky. Clara, bah forcément Clara, elle défonce tout le monde, forcément, elle est contente. Alors, Clara a raison, c'est bien La petite maison dans la prairie. Et Poulidor nous dit Les feux de l'amour, mais c'était bien avant. C'était le précédent. Donc tu as raison, mais un petit peu en retard. Ah, Sylvie aime bien aussi. Alors là, par contre, franchement, celui-là, il est tendu du string. Hein. Le prochain là que ouais, tu le mets prochain. Eh oui, bah, on est monté en difficulté. Là, on monte en difficulté, là. Les images, les messages et le son sont en décalé pour moi. Ah. Bah, c'est pas plus mal. Oui, bravo Clara. Alors là, c'est un petit peu plus... Ouais, là, ça commence à être compliqué, là. Hein. C'est plus compliqué et puis c'est un peu osé. Ouais, bah là, tu donnes trop d'infos, là, si tu dis ça. Alors, c'est plus la maison dans la petite prairie, la petite maison dans la prairie. Oui, les deep notes, bien. Sex and the City, là, dès que ça voilà, dès que les ça deep parle. notes, dès que ça parle de cul, on arrive en force, hein. Ça y est. Bah, j'ai un autre truc pour les deep notes. Ah, pour les c'est deep pas notes. du cul. Ah. Allez. Ah non, c'était pas Twin Peaks. Ah, il est bien celui-là. Alors, ouais, il y a un décalage pour Poulidor aussi. Oui, c'est ça, c'est Sex and the City. C'était bien ça, ouais. C'est bien, bravo. Oui, les deep notes, bravo. Alors, le prochain, il est quand même chaud patate. Alors là, les deep notes, bien. Les deep notes, ils se rattrapent là. Ouais. Et Clara, faut se réveiller. Clara, là, faut envoyer du lourd. Parce que là, les deep notes, dès que ça parle de cul, dès que ça parle de crime, c'est bon, c'est pour leur gueule. Alors, celui-là, par contre, ça parle de... Ça rigole beaucoup et c'est très... Ah, c'est en décalé, d'accord. C'est léger décalé, ouais. Alors là,
Il faut penser au titre en français, parce que c'est une série américaine, mais le titre a été Ouais, traduit. mais ne donne pas trop d'infos, sinon ils vont trouver en 30 secondes. Clara, elle va encore trouver, ou les Dupnotes, ils vont encore Oui, trouver. mais je suis obligée de dire que c'est un titre français et pas un titre en anglais. Alors. Parce que le titre en... Oui, Ouais, bravo. good job. Qui donne trop d'infos? Pardon. Allez, bon. alors celui-là. Allez, ah, il veut plus s'arrêter du coup, parce qu'il veut les coincer. Vous avez vu les Dupnotes? Il veut vous coincer. Mais carrément. C'est le but du jeu. Alors, c'est Love and Marriage ou Love and Marriage? C'est Married with Children. Non, non. Ah, c'est la chanson. Love and Marriage. C'est Marriage, pas Married. Alors, et celui-là, bon, celui-là c'est facile. Bon, après, j'en ai quasiment plus. Hein. Alors, ça c'est quand même facile. Pierre et le loup, non. Bien tenté, Clara. Non, c'est une série, donc ça marche On pas. parle de série, hein. C'est pas mal, moi, je trouve. C'est pas mal. Bon, j'ai rien, j'ai rien. Ouais. Non, j'ai... Faut le laisser un peu chercher là. Ouais, En plus, c'est en décalé, donc il y en a qui vont peut-être rattraper. Alors, il y a un indice là. Ah, mais non. Bah, de toute façon, la photo, il a la même tronche qu'Indy hein, sur la photo. Donc, Et ouais, Clara, c'est ça, c'est Teen Wolf. Bien joué. X-Files. Allez, un avant-dernier. L'avant-dernier. Alors, Belle et Sébastien, c'était pas mal aussi pour Frankie. Ça aurait pu être ça. C'est pas mal. Par contre, X-Files hors sujet, hein, Sylvie. Ah oui. Il est facile celui-là. Très facile. Le dernier, par contre. Oui, Clara a trouvé tout de suite. Good job. Même les Dupnotes dans la foulée quand même. Hein. Ouais, bravo. Mais écoutez, Allez, le dernier. Ah, dernier. Le dernier, alors celui-là, on ne donne aucun indice parce que franchement, pour le prouver. Je me tais. Allez, Je me tais. good luck. Et ouais, mais Clara, en plus, elle doit avoir la fibre à la maison ou la 5G ou je sais pas mais quoi. les Dupnotes aussi, hein. Les Dupnotes quand sont même, pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ils sont pas mal, hein. Clara, The Crown, c'est ça? Non, c'est pas The Crown. C'est pas The Crown. C'est pas loin. Clara, elle a la fibre. Et Sylvie est en train de répondre à la Il n'a pas la fibre. Ouais, Sylvie, elle est sur le modem 36K à la con qu'on avait dans les années 80. Avec qui fait le bruit là. Ding, 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 ding. Le modem. Sylvie, il faut passer sur autre chose. Elle a un modem. Alors les Dupnotes disent The Kingdom, non. Non. Polydor dit The Crown, non. Non. Ah, alors franchement, on aurait pu vous dire oui, hein, mais bon là, on chipote parce que c'est pas le nom en fait de la série qu'on veut vous faire trouver. Et on aurait pu dire oui. Pour. Une couronne, bah, ça s'appelle The Crown. Mais est-ce que ça existe une série qui s'appelle La Couronne? Mais bien sûr. Ah bon? Bah oui, mais là c'est pas cette Ah série-là. bah non, c'est pas celle-là. J'ai même pas le temps d'écrire. Est-ce que tu sais écrire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Hein. Alors, du coup, tout le monde a lâché. Non. Ah, vous galérez là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. La montagne. Ah ouais, forcément, elle est à la montagne. Non, c'est pas Rain. Bon, mais je pense que là, on va... On va donner la langue au chat. C'est The Tongue to the Cat. Ah ouais, là, ça cale, Non, hein. c'est Ah ouais. pas Joker. Mais moins les kékés, là, hein. Dès qu'on parle pas de cul, et dès qu'il n'y a pas des meurtres, des je sais pas quoi, des 6 feet under, on n'a plus personne, hein. Royal Canin, non, c'est pas ça. Non. Ah, pourtant, c'est une série Netflix qui a marché du feu de Dieu. Hein. Ouais, c'est une série Netflix, en effet. Oui, c'est une série Netflix. C'est une série Netflix, c'est sûr, c'est Oui, Netflix. oui. Certaines. Ouais. Allez, on va donner un indice, l'actrice peut-être. Oui, vas-y. Donc c'est Helen Mirren qui joue le rôle principal. Et il y a Gillian Anderson aussi. Et dans le cast. Je sais pas. Certainement. Bon. Eh ben, je vois que Bon, tu bah peux aller. écoutez, ça fait moins les kékés, ça fait moins. Hein. Bon, on donne la langue au chat. The Cat to the Tongue. C'était The Queen. Eh ouais, The Mais Queen. peut-être qu'en français, c'est traduit par la couronne. Non. Je pense pas. Ah, je sais pas, non. Je pense pas. On va avoir X-Files. Non. Polydor, Oui, parce qu'il y a Gillian Anderson. Ah, d'accord, ok. Et non, ouais, c'est pas X-Files. C'était The Queen. The Queen.
Voilà. The Et oui, Queen. The Ouais, Queen, good Sylvie. job Sylvie. Bien joué. Ouais, super. Alors tu feras penser à t'amener un modem ADSL. Au moins tu passeras sur la DSL. Ça ira plus vite. Bon. Bon, Allez. ben voilà, ben, je crois quand même que c'est les Dupnote et Clara qui l'emportent Ouais, c'était pratiquement à tant mieux. Hein. égalité. Et ben, vous avez tous bien joué parce que vous avez tous trouvé. J'ai l'impression que ce jeu vous plaît, donc on le réutilisera dans les prochains lives. Bon, ben on n'a plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier, à vous retrouver prochainement, à en parler, si vous pouvez en parler autour de vous. Voilà, on est à 137 followers, il faut encore continuer si ça vous plaît. C'est gratuit, on a juste une adresse mail à rentrer et ça va tout seul. Et après, on clique sur l'onglet suivre et on peut nous suivre. Vous avez des notifications quand on a les lives. Parfois c'est le mercredi, parfois c'est le jeudi en fonction des semaines, voilà, et du programme de notre semaine. Voilà. Eh bien écoutez, on vous embrasse, passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et puis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye. Bye James. Bye bye. Bye.